de l'Ouest-Hurlan, le festival des cultures de l'imaginaire. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous cet après-midi pendant le super spectacle d'histoire interactive. Donc on est réunis autour de la question du droit d'auteur dans l'édition et on a avec nous la chance d'avoir deux personnes super. Je commence par Camille parce que t'es le plus loin de moi. Donc Camille, t'es romancier. Bonjour Camille. Oui. Et tu as écrit, bonjour. T'es un écrivain donc publié chez La Talente majoritairement, et puis chez Argile très dernièrement avec Le Chien du Forgeron qui est sorti l'année dernière. Et voilà, je ne sais pas ce que tu veux que je dise de plus. Tu as une littérature qui est très politique, qui est très avec des sociétés très, je sais pas comment le dire, très anticapitalistes. Voilà. Sommairement. Voilà. Et on a la chance d'être avec Stéphanie Lecam qui a accepté un peu au pied levé de faire cette table ronde. Merci beaucoup. Et donc Stéphanie, tu es maître de conférence à l'université Rennes 2, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, droit du travail et droit social. C'est ça ? Que je dise pas de bêtises. Directrice de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest. Exactement. Membre fondatrice du JUSPI qui est une association qui regroupe des jeunes universitaires spécialistes de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur. Super. Et membre du cercle de dialogue le pluridisciplinaire K2. Voilà, exactement. Pour mettre au cœur de la recherche la transdisciplinarité et sortir de ces sentiers battus. Et puis surtout directrice de la Ligue des auteurs. Voilà. Le syndicat de la Ligue des auteurs. Exactement, qui est une organisation syndicale qui réunit un peu plus de 2300 auteurs et autrices du livre dans l'objectif de renforcer la protection des intérêts des professionnels. Voilà. Du coup, pour commencer de façon un peu progressive, est-ce que vous pouvez tous les deux nous rappeler ce qu'est le droit du travail ? Le droit du travail. Bon courage, vous avez 2 heures. Non, le droit d'auteur. Alors, je vais pas vous faire un cours de droit d'auteur, rassurez-vous, parce que d'abord, on n'est pas là pour ça, si ce n'est peut-être de voir à partir du droit d'auteur si sa fonction première, qui est celle de protéger les auteurs, est respectée, atteinte. Le droit d'auteur, c'est un droit qui est né à la Révolution française avec l'objectif de donner en quelque sorte une récompense à celles et ceux qui participent à l'élévation du fonds commun des connaissances, ces génies au service de la société. Et donc on s'est dit, tiens, on va leur donner un droit. Et le droit à l'époque de la Révolution, le droit le plus sacré, le plus légitime, le plus absolu, le plus au-dessus de tout, c'était le droit de propriété. Donc on leur a donné un droit de propriété, qu'on a ensuite appelé droit de propriété intellectuelle, droit de propriété littéraire et artistique, droit d'auteur. Et donc ça fait 200 ans en quelque sorte, bien que l'on voit ces auteurs-autrices titulaires de droits. Donc ça veut dire d'un droit d'autoriser et d'interdire les usages, les reproductions, les représentations de leurs œuvres. Donc c'est un droit de propriété qui normalement leur permet de vivre dignement de leur création. Et on verra que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne en pratique. Voilà. Oui. Tu me corriges si je dis des bêtises. Je suis pas spécialiste en droit. Le droit d'auteur, ça se divise en 2 parties. Le droit de propriété intellectuelle, donc il y a les droits patrimoniaux, qui est en gros globalement l'attribution de la paternité ou de la maternité d'une œuvre. Ça c'est incessible et c'est voilà, si j'écris rue, j'aurai toujours le droit de propriété intellectuelle sur rue par exemple. Voilà, on peut pas me l'enlever. Et les autres droits qui s'appellent, je sais plus comment, qui sont cessibles eux. Alors les droits patrimoniaux sont cessibles. Ah oui, les droits de l'exploiter, c'est ça. Voilà. Toute la vie de l'auteur plus 70 ans post-mortem. Et effectivement, à côté, tu as raison, il y a le droit moral, qui est un droit extra-patrimonial qui, en quelque sorte, se transmet a posteriori aux héritiers, et comme ça pendant des générations et des générations jusqu'à ce que il y ait tellement d'héritiers qu'on ne sache plus vraiment comment exercer le droit moral. Mais en gros, c'est ça, il y a effectivement ce côté binaire. Et très concrètement, du point de vue d'un écrivain ou d'une écrivaine, le droit d'auteur, ce qu'on appelle couramment les droits d'auteur, c'est de l'argent qui est versé 1 à 2 fois par an, on va dire, plus souvent 1 que 2 d'ailleurs, un montant qui correspond à un pourcentage sur la vente des livres. Souvent il y a des histoires
d'avaloir avant, qui est ou la signature de contrat d'édition, ce qu'on appelle un avaloir. C'est une avance sur droit d'auteur en fait, et dans un très grand nombre de cas, en fait, selon le montant de l'avaloir, on ne va pas toucher de droit d'auteur, d'argent en plus, avant d'avoir rembourser l'avaloir, avant que la quantité de droits qu'on a accru ait dépassé le montant de l'avaloir. Par ailleurs, si vous avez vu plusieurs écrivains dans ce festival et dans d'autres, la question de la rémunération des auteurs en festival, en dédicace, auteurs et autrices, a été mise au jour ces dernières années, notamment par la Ligue des auteurs pros et d'abord autour des littératures jeunesse et de la BD. Ça s'est étendu un petit peu après, mais sur le fait que en fait venir faire une dédicace, venir faire une table ronde ici, c'était du boulot et ça nécessitait une rémunération. Et donc le truc le plus courant pour un auteur ou une autrice dans cette situation, c'est de faire ce qu'on appelle une note de droit d'auteur ou une facture, quoi, en gros, où on est rémunéré à titre personnel. Voilà, comme je n'ai pas de numéro de SIRET et que ça ne m'intéresse pas d'avoir un numéro de SIRET, je suis rémunéré par une note de droit d'auteur, en fait. Voilà. On pourra venir après sur ce que ça représente un peu le droit d'auteur, voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, ce que vous dites, c'est parce que du coup, on n'achète pas, enfin, la maison d'édition n'achète pas un manuscrit, mais elle te paye sur les ventes. Donc, c'est pas ton travail. Et vous me coupez l'un et l'autre si je dis n'importe quoi, mais du coup, il n'y a pas de, comme on en parlait tout à l'heure pour préparer aussi cette table ronde, les traducteurs et les traductrices sont payés à la ligne et vous êtes payés à la vente. Ce qui fait que finalement, quel que soit le travail que vous a demandé votre manuscrit, c'est simplement le résultat commercial qui va vous permettre d'en tirer rémunération. En tout cas, l'écosystème s'est construit autour de cette idée-là. Donc peut-être ça mérite une petite explication. Le droit d'auteur, c'est vrai que il se nourrit avec cette logique romantique très forte qui veut que les auteurs et autrices sont totalement décorrélés des problématiques quotidiennes qui sont rencontrées par les travailleurs. Donc l'objectif d'être rémunéré grâce à sa création n'a pas été pris en considération dans la construction du droit d'auteur. Il s'est même nourri dans une logique romantique anti-professionnelle qui voudrait que finalement celui qui fait ça pour gagner de l'argent va en quelque sorte peut-être contribuer à créer une œuvre de mauvaise qualité, comme si les deux entités art et argent étaient quelque chose d'inconciliable. Alors évidemment, tu as évoqué les traducteurs, et il y en a d'autres qui sont payés pour le travail de création, qui peut-être effectivement à contrario, vont participer un peu moins à l'exploitation de leurs œuvres. Nous, en tout cas, ce qu'on voit à la Ligue des auteurs professionnels, c'est que il y a cette logique romantique qui a la peau dure et qui, au final, ne correspond pas tellement à l'économie du livre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Puisque on imagine tous ces auteurs créer une œuvre et d'un seul coup partir à l'aventure, à la recherche d'un éditeur, et puis d'un seul coup ils en trouvent un qui accepte de prendre le risque économique de publier cette œuvre et c'est parti, on fonce ensemble et peut-être ça va marcher. Oui, c'est vrai qu'il y a cette économie-là qui existe, mais à côté de ça, il y a aussi une économie de la commande qui est très forte. Et à ce titre-là, on se dit, mais finalement, si on va chercher un auteur pour lui demander de créer, on le sollicite pour un travail de création. Et juridiquement, il y a des questions qui se posent. On les soulève là depuis quelques années, c'est complètement inédit. Et il devient un peu moins fou de revendiquer d'être payé aussi pour son travail de création et également pour l'exploitation de son œuvre. Donc ce sont deux choses qui sont, à notre sens, complètement cumulables. Je pense qu'une chose qu'il est important de préciser, c'est que le droit d'auteur, parce que les droits d'auteur ne rémunèrent pas le travail en fait. Ce ne sont pas des revenus au stricto sensu du travail. C'est pas un salaire quoi. C'est au mieux c'est Aurélien Catin du collectif L'Abuse qui parle de ça dans son bouquin Notre Condition. C'est chez Riot Edition. Si ça vous intéresse, le PDF est gratuit sur internet et vous pouvez le commander aussi. C'est du façonnage à la main. Enfin, c'est super bien. Et donc du coup, il parle. Qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, il appelle ça une rente quoi. C'est un droit de propriété. D'accord ? C'est un revenu issu de la propriété intellectuelle. Pour caricaturer en fait, ce qu'on touche en tant que droit d'auteur, finalement c'est exactement la même chose que le loyer que vous versez à votre propriétaire. En fait,
voilà, l'éditeur, le diffuseur, etc. Je caricature volontairement à gros traits, achète le droit d'exploiter l'œuvre de la même manière que vous achetez le droit mois après mois d'occuper votre logement. Mais en fait, en aucun cas, on ne rémunère ces revenus-là ne rémunèrent le travail. Preuve en est que pendant le travail de création, le travail d'écriture, on ne touche pas de droit d'auteur, puisque l'œuvre n'est pas écrite et a fortiori n'est pas exploitée. Donc il y a une ligne à tracer, je pense, là-dessus. Peut-être, je voudrais juste ajouter quelque chose. Alors c'est vrai, et en même temps, quand on demande à un auteur ou une autrice de réaliser le second tome d'une série, on a du mal à lui demander de le faire gratuitement. C'est-à-dire que si elle part sur 9 mois de travail, évidemment qu'il va falloir qu'elle ait de l'argent pour remplir le frigo. Enfin, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et donc, à ce titre-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va effectivement lui donner une avance sur ses droits. Ce qui est un mécanisme au plan juridique, donc là je mets ma casquette de juriste, qui est complètement critiquable, puisque c'est de dire à un auteur ou une autrice, je vais te faire une avance pour te permettre de vivre pendant toute cette phase de création, mais par contre c'est finalement en tant que débiteur que tu vas créer, puisque tu me devras toujours cet argent-là au moment où je serai en train d'exploiter ton travail de création. Donc c'est là où il y a quelque chose qui doit être évidemment placé au cœur d'une réflexion collective, c'est-à-dire avec les éditeurs et avec tous les acteurs de la chaîne du livre, lesquels, quand ils travaillent, eux, sont rémunérés pour leur travail, contrairement aux auteurs qui, finalement, sont en position de débiteur jusqu'à ce que leurs œuvres soient réalisées. Ça, c'est la valoir. C'est la valoir, voilà, exactement. Si on devait transformer simplement la valoir, vous voyez, par magie, en honoraire de création, ça voudrait dire que la rémunération ne serait plus amortissable et qu'elle ne serait plus remboursable. Elle serait vraiment corrélée au travail de création, et puis ensuite, l'auteur pourrait participer à l'exploitation de son œuvre avec un pourcentage. Vous voyez ? Et dans ce cas-là, on reconnaîtrait aux auteurs et autrices ce droit d'être rémunérés pour leur travail de création. Pas grand-chose à faire, juste une petite requalification juridique ici. Vous voyez ? Je fais de la magie, moi aussi, en fait. Si les ventes ne couvrent pas la valoir, normalement la valoir est acquis selon un contrat de. Enfin, je n'ai jamais signé un contrat qui me disait que la valoir était remboursable. Ça doit exister, j'imagine. Alors, je vais vous dire la vérité, c'est que si dans votre contrat il est indiqué que vous avez touché une avance et que celle-ci n'est pas encore amortie, vous restez débiteur d'une somme d'argent à l'égard de l'éditeur. Alors, effectivement, on est plutôt dans un écosystème, heureusement, qui pratique l'usage de ne pas demander aux auteurs de rembourser les avances. Et figurez-vous qu'on a pris une pandémie mondiale, vous aussi, avec quelques liquidations ici et là, et on a assisté à nos premières demandes de remboursement des avances. Et oui, c'était pas un mythe. C'est-à-dire que ce qui est très drôle, je me sens un petit peu voyante parfois, parce que dans mes écrits juridiques, je disais qu'un jour, on aurait les premières demandes de remboursement d'avance, et tout le monde me disait, mais n'importe quoi, ça se passe pas comme ça dans le système. Bah si, on a eu nos premières demandes de remboursement, d'ailleurs des sommes délirantes, 6 000 € ici, 8 000 € là. Les avances n'étant pas amorties, la somme était due par l'auteur. Alors ça s'est négocié, on n'est pas allé jusque-là, ça a fini en accord transactionnel, mais c'est pour vous dire la fragilité juridique dans laquelle se trouvent les auteurs-autrices aujourd'hui dans cet écosystème quand ils prennent une avance, qui peut par ailleurs être compensée avec d'autres titres. Vous voyez, pour répondre à votre question, monsieur, c'est-à-dire qu'on peut se dire, attends, tu n'as pas complètement amorti de ta précédente avance. Mais si ton bouquin, il se vend encore moins bien, dans ce cas, je vais te filer une avance un peu inférieure. Ça se fait comme ça. Donc, on se retrouve toujours pieds et poings liés, en quelque sorte, à l'égard de sa maison d'édition, ce qui peut être difficile. Voilà. Juste sur cette idée de l'avance, moi je suis toujours frappé. Il y a des pages alors je suis désolé, on va aller tout de suite dans le dur. Il y a des pages dans le Capital de Marx, dans lequel ouais, vous riez, je sais, il y en a qui me connaissent dans la salle. Il y a des pages dans le Capital de Marx où Marx, alors je vous la fais très courte, explique la dynamique de la construction du salaire comme rémunération et donc j'ai entendu que quand Marx parle de salaire, il parle de prix de la force de travail ramené à un quota horaire, puisque le mot salaire a d'autres exceptions, sur lesquelles j'espère on viendra un peu plus tard. Zelda fait genre...
Et en fait, il suffit de regarder comment ça fonctionne un salaire pour se rendre compte qu'on se fait avoir. Et c'est le même truc avec la valoir. C'est-à-dire qu'un salaire, généralement, vous signez un contrat d'embauche dans n'importe quelle boîte, de la boîte d'intérim au supermarché, machin, etc. Vous allez au boulot pendant 1, 2, 3, 4 semaines, etc. Au bout de 4, 5 semaines, vous arrivez à la fin du mois, on vous verse un salaire. D'accord ? Qui fait l'avance ? Le travailleur fait l'avance de sa force de travail, ensuite on lui rembourse. Et en fait, de fait, les auteurs et autrices, comme n'importe quel autre travailleur pris dans une institution productive capitaliste, fait l'avance de sa force de travail. La difficulté, c'est que le système du droit d'auteur tel qu'il est appliqué, qui pourrait changer, en fait, invisibilise le travail. Complètement. C'est-à-dire que, techniquement, là, regardez, je suis en train de vous parler, on parle de trucs un peu pointus, on a fait des recherches, vous avez toi, tu as des diplômes, etc. Moi, je suis plus, autodidacte, on va dire, si on veut, mais, en fait, là, techniquement, juridiquement, je suis pas en train de travailler. Mic drop. Non, mais c'est vraiment hyper intéressant et hyper angoissant parce que ça crée un vrai rapport de force en défaveur de l'auteur. Et ça crée aussi cette espèce d'illusion, enfin en tout cas quand on vous entend parler, ça crée l'illusion que la maison d'édition est omnipotente. Or la maison d'édition, elle a besoin des auteurs, sinon elle ne publie rien. Alors, je pense qu'il faut essayer peut-être de saisir le débat, surtout pas par le prisme manichéen qui voudrait qu'il y ait d'un côté les méchants éditeurs en haute forme et queue de pie, et puis de l'autre les auteurs. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi des très bons éditeurs. Et puis comme d'ailleurs les éditeurs ont tendance aussi parfois à voir les auteurs. Alors moi, je les prends tout le temps à la même image qui est assez sexy. Vous allez voir, en robe fourreau allongée sur des pianos à queue, en train de sniffer de la coke et à boire du champ à longueur de temps. Non. Enfin, en même temps, j'aimerais bien. Il y a des représentations, il y a des incarnations, mais ce sont pas. Enfin, ce qu'il est évident, c'est que au fond, on est dans un modèle économique qui globalement se construit sur la précarité de celles et ceux qui sont à l'origine de cette matière première. Donc, on retrouve un peu les mêmes sujets, les mêmes débats, les mêmes tensions dans d'autres secteurs d'activité. Quand on prend les agriculteurs d'un côté versus l'agroalimentaire de l'autre, enfin, vous voyez, vous comparez, vous changez 2-3 mots, ça ressemble bizarrement à ce que nous on vit dans notre organisation syndicale. C'est-à-dire que ce modèle économique s'est construit autour de l'idée que celles et ceux qui créent ne peuvent pas le faire pour vivre. Le transporteur, on n'imaginerait pas vous voyez, vous imaginez, le transporteur, il fait ça parce qu'il adore transporter, quoi. Non, en fait, il fait ça parce qu'il doit remplir le frigo. Le libraire, il y a des métiers passion, je dis pas le contraire. Mais auteur, autrice, oui, c'est un métier passion, mais c'est pas pour autant qui doit être décorrélé des contingences économiques qui sont celles de tous les autres travailleurs. Et du reste, on les fait cotiser comme des professionnels, c'est-à-dire que sur leur rémunération, il y a une partie de ces rémus qui vont qui vont faire l'objet de prélèvements sociaux, généralement d'ailleurs sans leur permettre de pouvoir accéder à leurs prestations sociales. C'est la galère pour une autrice d'avoir son congé maternité. D'ailleurs, si vous avez un souci un jour ou quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui dire d'aller voir une organisation professionnelle, on est là pour ça, mais c'est juste un parcours du combattant hallucinant. Donc on les fait cotiser comme des professionnels, mais on les considère pas en tant que tels. On voit des masters ici et là émerger dans toutes les universités et les écoles pour dire faites ce métier, c'est génial, mais en fait c'est un métier qui actuellement n'a pas d'avenir. Donc en fait oui, il est urgent de poser la question de la solution à donner à cette précarité sans précédent qu'on est en train de traverser, parce que c'est inquiétant. Le métier est en train d'être. D'ailleurs, c'était l'intérêt du rapport Racine. Je fais une transition, t'as vu? Ces invités, ils sont parfaits. Je te rejoins. Je te rejoins juste rapidement sur le rejet profond du mot de créateur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la création. Enfin, genre créateur, le créateur, il y en a un. Pour peu qu'on soit un peu féru de mythologie, tout ça, il y en a un, il est là-haut, quoi, et puis genre il nous regarde comme ça, et puis il nous a créé. Donc il y a un acte de démiurge comme ça, capable de faire. En plus on est dans l'imaginaire, donc de faire jaillir des univers comme ça, etc. Non, un écrivain qui écrit, c'est un producteur. C'est quelqu'un qui produit de la littérature. De la même manière qu'un transporteur, c'est quelqu'un qui produit du transport. Et donc, effectivement, ce faisant, il transforme d'autres matières premières, alors l'ordinateur, du papier, la nourriture qu'il ingère, etc., pour produire
de la littérature, ou comme un transporteur transforme des matières, comme son camion, de l'essence, etc., pour produire du transport. Donc il y a vraiment cette rhétorique-là qui est très profondément ancrée dans les structures du capitalisme, parce que tu disais que la précarité était nouvelle, mais en fait pas vraiment, puisque alors ce qui est nouveau, je pense, c'est l'explosion démographique des producteurs de littérature. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant, enfin c'est cette vieille blague quoi, il y a plus d'auteurs que de lecteurs quoi, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui prétendent, quand je dis prétendre, c'est pas un jugement de valeur, hein, qui veulent, désirent, prétendent écrire et produire de la littérature. C'est plus réservé à certaines classes sociales, dans des domaines de mécénat, à des rentiers justement, par exemple, hein, voilà, qui vont vivre de rente pour écrire, etc. Donc cette démocratisation du fait de la production littéraire, effectivement, induit des formes de précarité un peu nouvelles, mais en fait, finalement, la structure de production n'a pas changé, quoi. Le rapport Racine. Kizako. Oui, du coup, tu parles du rapport Racine. Parce que tu parlais de cotisation et je crois que c'est l'année dernière où il y a eu l'année dernière ou l'année d'avant, avec le pandémie, je suis un peu perdue, mais cette question des demandes de l'URSSAF de paiement de cotisation qui a écrasé les autoristes. Alors c'est pas très clair et du coup besoin d'explications, mais oui, moi je te laisse. Non, j'ai compris la question parce qu'il y a plusieurs éléments en réalité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la précarisation sans précédent. Il y a toujours effectivement eu des auteurs précaires. Peut-être on se pose plus la question aujourd'hui parce que au 19e, en réalité, si on faisait une anthropologie des auteurs-autrices, c'était globalement des personnes qui étaient en situation sociale hyper favorisée, qui appartenaient à des franges socio-professionnelles très élevées et qui globalement n'étaient pas concernées par les problématiques du fait de subvenir à ses besoins, etc., etc. Bon. Et puis on est au 20e avec une autre logique beaucoup plus économique, des contenus qu'il faut évidemment créer, dont on va demander la création pour pouvoir satisfaire une société de masse, pardon du mot, c'est pas un gros mot, hein, il y a juste à relire La crise de la culture d'Hannah Arendt pour comprendre justement comment cette société s'est construite autour de l'idée que tout le monde pouvait avoir accès au divertissement, au loisir. Donc je rentrerai pas dans la disjonction entre culture et loisir, mais c'est simplement pour dire que oui, il y a eu énormément d'entrées en carrière professionnelle parce que les demandes sont accrues. Regardez aujourd'hui, on a énormément de plateformes, on se retrouve avec des possibilités et puis d'ailleurs des crises de disponibilité face à cet amas de création et à la rigueur on peut pas reprocher, je dirais, cette augmentation du nombre de créations, simplement le fait que celles et ceux qui participent à fournir cette matière première soient pas aussi bien considérés ou soient les variables d'ajustement. C'était un peu le problème qu'on mettait en avant dans le rapport Racine. Et donc cette URSSAF Limousin, alors ça généralement les auteurs quand on leur dit URSSAF Limousin, il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'ont pas eu leur code encore, et il y a ceux qui convulsent parce qu'ils les ont eus, et que quand ils accèdent à leur espace personnel, il se passe pas ce qu'ils voudraient qu'il se passe. Mais ça s'est mis dans je dirais que c'est tout un environnement. C'est-à-dire qu'on a en 2015 comme ça des questionnements autour de la précarité qu'on est en train de vivre de plein fouet, suivi d'une augmentation du taux de régime de retraite complémentaire qui a, mais alors effrayé beaucoup d'auteurs-autrices qui étaient déjà hyper précaires et qui se retrouvent comme ça à devoir payer 8% de leurs revenus pour une retraite complémentaire. Ils se disent, une retraite complémentaire, mais c'est quand la retraite? Enfin, déjà, je suis même pas sûre de pouvoir subvenir à mes besoins, et maintenant, je suis on me dit que j'ai une retraite complémentaire à payer. Alors, une injustice terrible comme ça, qui s'est fait ressentir. Une montée comme ça d'une identité collective assez intéressante au plan sociologique, et puis le rapport Racine qui fait un état des lieux, et qui propose des solutions, et qui se fait enterrer par deux coups de pelle comme ça. Le premier, par Franck Riester, le second par notre chère Roselyne Bachelot. Et donc forcément, on est au cœur d'une réflexion intéressante aussi pour les auteurs-autrices. Alors, Riester. Bachelot, oui. Si on peut rentrer un peu... Alors je suis désolé, j'ai oublié mes notes, donc du coup je risque de citer de tête. Un truc qui m'a toujours embêté avec le rapport Racine, c'est cette question de demande de statut. Et j'achoppe aussi énormément sur le mot de professionnel. Parce que
soyons clairs, quand on dit qu'on pratique une activité professionnelle, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans notre cher et adoré capitalisme néolibéral, ça veut dire qu'on marchandise une qualification. Un maçon qui fait un mur chez lui, il est pas professionnel. C'est un mec qui bâtit un mur. Un maçon qui va faire des chantiers chez d'autres et qui fait payer pour ça, ça devient un professionnel. Donc du coup, un auteur qui écrit chez lui tout seul, c'est pas un professionnel. Un auteur qui vend son livre, c'est un professionnel. Donc moi, il y a ça qui m'embête beaucoup. Et la question du statut. C'est-à-dire que je relisais cette semaine pour préparer aujourd'hui. Et en fait, déjà, ce statut, je comprends pas comment il est décrit dans le rapport Racine. Peut-être tu peux m'éclairer là-dessus. Et en fait, je comprends pas l'intérêt. Alors, doublement, je comprends pas l'intérêt, de tenter d'entrer en négociation avec ces gens-là. Rister, Bachelot et compagnie, puisqu'ils s'en fichent, et effectivement, de toute façon, on a beau travailler à faire et ça doit être extrêmement frustrant, ils vont l'enterrer de toute façon, et voilà, et ça passe comme si de rien n'était. Et en plus, le mot de statut, mais il le retourne contre les travailleurs avec une efficacité terrible. Regardez ce qui est arrivé aux agents de la SNCF. Regardez ce qui est arrivé il y a 15 ans avec France Télécom. C'était des travailleurs à statut, on s'en est servi, pour dire, regardez les affreux privilégiés de France Télécom, les profs, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, tout le service public de toute façon. Regardez ce qui est en train, la fac, tu vois, regardez ce qui est en train d'arriver, ces affreux privilégiés qui vous priveront de retraite et qui font que y a trop de chômage. Enfin, vous voyez, du coup, en fait, je me demande, c'est une question un peu rhétorique parce que j'en suis en vérité convaincu. Je me demande si une réponse collective ne serait pas à chercher, non pas dans une recherche d'individuation et de spécificité de notre travail, mais au contraire dans ce qui nous relie aux autres travailleurs des autres domaines de la division sociale du travail. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire que je suis, en tant qu'écrivain, autant un travailleur que le plombier qui vient réparer mes toilettes, que les gens ici qui viennent bénévolement nous faire à manger, etc., etc., etc. Et donc, je trouve ça, alors je vais employer un mot un peu dur, mais voilà, c'est pas vraiment pas personnel, je trouve ça un peu vain en fait, parce que du coup, forcément, ça allait pas marcher. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois bien. Je vois bien. Bon, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de Bruno Racine, donc au moment des auditions, de la rédaction également, j'ai écrit une 40aine de pages qui sont annexées au rapport Racine, justement sur la possibilité de mettre en place un droit contractuel beaucoup plus fort. Le constat de base, il n'y a pas de statut. Est-ce qu'il en faut un ? Ça va, c'est une première question. Est-ce qu'il faut un statut professionnel pour les auteurs-autrices ? Première question. C'est quoi un statut professionnel ? Deuxième question, parce que savoir s'il en faut un ou pas, il faut d'abord savoir ce que l'on entend par statut professionnel. Alors un statut professionnel, c'est 3 clés. La première clé, c'est une protection sociale. D'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui de protection sociale universelle. La protection sociale, il faut savoir que les auteurs-autrices cotisent pour y accéder, mais globalement, pour bénéficier des prestations sociales, c'est un enfer. Donc ça veut dire qu'on a déjà, premier volet, protection sociale, complètement inefficace. Absolument pas adapté. On l'a vu d'ailleurs dans la crise économique sans précédent qu'on a traversée avec la pandémie. Au moment où le quoi qu'il en coûte permettait de sauver tous les métiers, on était infoutus de désigner, d'identifier celles et ceux qui sont nos professionnels de la création. Donc ça veut dire que la protection sociale, elle est à performer. Les 2 autres axes, c'est un renforcement des relations individuelles. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes face à votre co-contractant, en l'occurrence l'éditeur, on doit pouvoir compter sur un droit fort. Un droit qui vient rééquilibrer des relations contractuelles par définition déséquilibré. C'est ça le droit des relations individuelles. Qu'est-ce qu'on a avec les auteurs ? On a un code de la propriété intellectuelle. C'est super. Sauf que finalement, quand vous prenez vos contrats en tant qu'auteur, vous allez céder vos droits pour toute la durée de la propriété intellectuelle plus 70 ans. C'est-à-dire que finalement, vous avez un droit précieux, le droit d'auteur, mais pour pouvoir accéder à la diffusion de votre travail, généralement, on va vous demander de tout céder. De céder vos droits pour toute la durée de la propriété intellectuelle, pour le monde entier et l'univers,
Et puis souvent, on va vous demander de associer la cession de votre droit de traduction en italien, en turc, l'adaptation audiovisuelle. Enfin, bref, vous êtes obligé de tout céder. Donc finalement, vous n'êtes pas très fort dans les relations individuelles. Et le troisième pan, c'est les relations collectives. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement que, justement, pour pouvoir rétablir ce déséquilibre entre les parties, souvent, ce qu'il faut, c'est un collectif fort. On l'a vu, par exemple, du côté des salariés. Quand on se remet au début du 19e siècle avec cette liberté contractuelle très forte où on dit aux ouvriers, en gros, si vous n'êtes pas content de vos relations de travail, vous n'avez qu'à partir, vous n'avez qu'à traverser la rue et vous trouvez un boulot ailleurs. Ça vous parle, ça, hein? Eh bien, là, qu'est-ce qui se passe? On met en place le droit d'être représenté collectivement. Parce que réunis, on est plus fort que ce pouvoir qui nous tue individuellement. Et puis, cette représentation collective, elle est à l'origine de la négociation collective. Et les auteurs-autrices sont totalement dépourvus de droits des relations collectives. Ça veut dire que les droits les plus élémentaires en matière de représentation, en matière d'élection professionnelle, on leur reconnaît pas du tout. Donc c'est là où on se demandait s'il fallait pas justement imposer un vrai statut, un statut avec des relations individuelles équilibrées, le droit à avoir une représentation collective et une protection sociale efficace. On ne demandait pas la lune. Ma remarque portait, après je te rends le micro, ma remarque portait vraiment sur le terme de professionnel, parce que tout ce que tu viens de décrire là, en fait, ça s'appelle le droit du travail. Non. Si, la protection sociale des travailleurs conquise en collectif, etc., ce sont des choses, ce sont des organisations de travailleurs, de la littérature, etc., qui permettent d'avoir une protection sociale collective. C'est les droits sociaux, oui, les plus élémentaires, les droits sociaux. Mais qui ont été acquises, ou conquises, plutôt, historiquement, par des luttes de travailleurs. Et donc le problème, c'est que, il me semble, que nombreux sont les auteurs et autrices qui ne sont prêts à s'identifier comme professionnels, quoi que ça puisse signifier, mais par contre, qui mourraient plutôt que de s'identifier comme travailleurs. Au sens de, je suis producteur, quoi. Du coup, je me dis, comme on ne sait pas, puisqu'il y a plein d'auteurs, qu'on ne leur demande jamais leur avis, il faut organiser un grand référendum pour savoir si celles et ceux qui font ce travail de créer se considèrent soit comme des professionnels, soit comme des non-professionnels, soit comme des propriétaires, soit comme des travailleurs. Et ça, ça implique de les identifier et de leur laisser la parole. Bien sûr. Et de ne pas parler en leur nom systématiquement. C'est ça qu'on essaie de dire, justement. Non, mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est le complexe du sondage. C'est-à-dire imaginons qu'on fasse cette consultation-là, qu'elle soit un tout petit peu ouverte. On va demander aux gens, effectivement, c'était quoi l'alternative? Professionnel, propriétaire, travailleur ou non travailleur, d'accord. Nous sommes, en tant qu'écrivains, écrivaines, nous sommes donc des individus qui sommes pris dans un contexte sociologique et culturel général, où professionnel, c'est valorisé. Travailleur, il y a eu un travail de sape idéologique depuis les années 70-80 quand même conséquent pour faire en sorte qu'on ne se s'identifie pas comme travailleur, il faut plutôt s'identifier comme entrepreneur de soi-même. Le mot travail a complètement disparu de la langue collective et institutionnelle. Le droit du travail, c'est un gros mot. Et donc du coup, moi je suis à peu près convaincu que si on avait cette consultation-là, qui serait très certainement intéressante à bien des aspects, bien sûr que personne ne s'identifierait comme travailleur, parce qu'en fait on n'a pas envie, quand on est en train, spontanément comme ça, quand on a envie d'écrire, que notre rapport au monde et à la production intellectuelle et manuelle passe par l'écriture, etc., de dire, non, en fait, je suis désolé, moi je suis pas comme quelqu'un qui nettoie les toilettes, enfin je caricature un peu, mais voilà. Ça vaudrait le coup de le faire, par contre. Ça vaudrait le coup de le faire parce que je connais énormément de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça et qui disent justement qu'on peut rester par le prisme que tu évoques à différencier les travailleurs manuels et intellectuels comme s'il y avait d'un côté celles et ceux qui n'utilisent que leurs mains et pas leur tête et puis de l'autre ceux qui utilisent leur tête et pas leurs mains. Enfin, bon. C'est pas mon propos. Hein. Oui, d'accord. J'essayais justement de tirer sur le fil pour essayer d'être dans une forme d'exagération qui, je l'avoue, ça c'est mon défaut de prof, était là à titre pédagogique. Mais c'était simplement pour dire que le problème des auteurs-autrices aujourd'hui, c'est que finalement, ça revient à la problématique de la représentation. Hein. C'est que tout le monde parle au nom des auteurs-autrices et finalement, on les consulte jamais. Il y a 270 000 auteurs-autrices qui sont référencés à l'URSSAF Limousin. Demandons-leur. Il y a un article à ce titre, c'est dans un bouquin chez La Dispute, alors c'est un collectif, je sais plus le nom de l'auteur, je l'ai quelque part, ça s'appelle Imaginaire du néolibéralisme, il y a tout un article justement sur les représentations sociales de l'auteur et de même en fait, et c'est vrai que comme c'est un travail culturellement valorisé,
on se dit t'es écrivain, waouh, quoi, capital symbolique, voilà, ça peut susciter cette réaction-là, etc. L'article s'appuie sur des sondages que je connais plus par cœur, etc. Mais en gros, qui dit, bah, effectivement, il y a une espèce d'éthos du travailleur artistique où tu vas plutôt avoir tendance à travailler tout seul, etc. Voilà. Enfin, donc, il y a une difficulté à lier, quoi. Je pense. Mais on peut tout à fait être à l'origine d'un métier un peu vocationnel, hein, universitaire, médecin, c'est souvent des métiers de passion. Moi, j'adore mon travail, je suis universitaire. Pour autant, le fait de l'aimer, à mon sens, ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel ou professionnalisant de mon activité. Et du reste, on en revient toujours à la même chose, c'est que sur cette chaîne du livre, qui, elle, est placée clairement dans les modèles économiques des marchés traditionnels qu'on connaît, la professionnalité de celui... c'est toujours pour la même personne dont on questionne la professionnalité, ce sont les auteurs et autrices. On n'irait pas remettre en cause la professionnalité des éditeurs, des distributeurs, des diffuseurs, des commerciaux, des libraires, des imprimeurs, etc., etc. Donc ça veut dire que, si tu veux, dans ton discours, je sens qu'il y a une forme il y a une empreinte très forte de cette logique romantique qui voudrait que, justement, ce serait presque un chemin de traverse que d'imaginer qu'on puisse en plus en vivre. Parce que, justement, c'est génial, ce métier. Alors, pas du tout. Je suis désolé si c'est l'impression que j'ai donnée, mais alors vraiment pas pour le coup. Ok, je vais essayer de partir par un chemin de traverse pour le coup. Imaginons qu'on fasse autrement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que il n'y a pas beaucoup d'alternatives là comme ça. On va dire qu'on ne changeons pas les structures macroéconomiques. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Le salariat ? Rapport de subordination et dépossession de son outil de travail ? Le salariat tel qu'on le perçoit maintenant ? L'auto-entrepreneuriat ? Aucune protection sociale ? Marche ou crève ? Enfin, moi, je me trouve dans une vraie situation où c'est pour ça que je me retrouve pas dans les propositions du rapport Racine et de manière générale le travail que vous faites, les propositions que vous faites dans la Ligue des auteurs pro. C'est-à-dire que, en fait, le constat, c'est un peu comme un bouquin de Thomas Piketty, si vous voulez. Les constats sont hyper intéressants. Il y a plein de données qui sont hyper, dans le rapport Racine, il y a plein de données qui sont hyper nourricières, quoi. Mais c'est juste que, en fait, on sort de là en se disant, on a déjà perdu puisqu'on remet pas en cause le fondement, quoi. Et le fondement, je suis désolé, voilà, suspense, ça s'appelle le capitalisme néolibéral, quoi. Voilà. Oui, question. Tu peux expliquer pourquoi tu veux pas être salarié ? Je comprends pas, en fait. Alors, je veux pas être salarié, dans mon vocabulaire, moi, je ne veux pas occuper un emploi. L'emploi étant la forme capitaliste du salariat. D'accord. En tant que j'ai des droits de citoyen dans tout le reste de ma vie, à part les 8 heures par jour, où en fait je cède absolument tous mes droits à une personne pour disposer de mon corps et de mon esprit comme bon lui semble. Voilà, c'est l'emploi. Est-ce que j'ai répondu du coup ? T'as pas d'autres formes de rémunération ? Je vois le cachet, le CDD d'usage, oui, mais il n'y a pas d'autres formes qui existent que rémunération sur un temps court. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres formes sur un temps court qui existeraient ? Effectivement, il y a le CDD d'usage. Alors, je sais que le rapport Racine, vous parlez de contrat de commande beaucoup ? Le contrat de commande, c'est pas du tout un contrat de travail. Hein. Bon, alors effectivement, juste pour rebondir, parce que donc on pourrait imaginer. Alors bon, oui, on pourrait détruire le capitalisme. Ouais. On s'arrête là-dessus. Voilà, on s'arrête là-dessus, et puis à ce moment-là, on verra au niveau de la Ligue comment on rebondira pour défendre. Je regarde parce qu'on a chez mon trésorier qui est là. Et puis on verra comment on sauvera les auteurs autrices à ce moment-là avec les nouvelles données. Ok ? Moi, je suis universitaire, donc j'essaie de trouver des solutions à des problématiques qui sont présentes maintenant là, parce que je suis aussi bilingue, vous avez vu. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on fait un état des lieux scientifique. Et donc, on essaie de trouver des solutions clés en main pour pouvoir apporter concrètement un peu d'amélioration à ce qu'on voit, qui n'est pas, qui est très perfectible, quoi. Donc, le salariat, c'est une voie. Est-ce que c'est la voie ? Tout le monde n'est pas forcément d'accord parce que ça signifierait qu'il faudrait établir un lien de filiation, mais à l'égard de qui ? De l'éditeur. Donc, ce serait l'éditeur, l'employeur de l'auteur. Déjà, on a du mal avec le SNE à discuter de l'amélioration des rémunérations. Alors, si on y va pour leur dire, on va reconnaître plein de liens de filiation à l'égard des auteurs, je peux vous assurer qu'on n'aura pas au chapitre. Mais bon, mettons. Auto-entrepreneurs. Beaucoup d'auteurs sont auto-entrepreneurs. Beaucoup étaient auteurs-autrices, étaient autodiffusés. Jusque récemment, ils devaient être auto-entrepreneurs.
C'est vrai que le problème de la micro-entreprise, hein, c'est que c'est un statut assez précaire pour lequel on cotise sans être vraiment protégé socialement. Pour vous dire les choses, on n'a même quasiment pas de chance d'avoir une retraite, si ce n'est que de capitaliser. Enfin, c'est un autre système. Et puis il y a ce régime artiste-auteur. D'ailleurs, la notion mérite peut-être quelques lumières. Mais ce régime artiste-auteur qui est né en 75, qui est pas si mal, hein. C'est juste qu'il fonctionne pas bien parce que personne ne le comprend. Voilà. C'est-à-dire que quand j'entends tout à l'heure, excuse-moi, Camille, mais tu dis oui, bah moi j'ai pas envie de m'emmerder avec un sirette, donc du coup je fais des notes de droit d'auteur. Attention au redressement social et fiscal, c'est complètement interdit de faire ça. Mais en tout état de cause, oui, je sais, mais on est en train justement de se rendre compte que c'est, enfin bon, c'est pas, on va pas rentrer dans un détail technique comme ça parce que c'est hyper compliqué, puis ça n'intéresserait pas, je pense, les gens qui sont ici. Mais en tout cas, c'est juste de regarder ce qui se passe et de se dire, mais ce truc, il pourrait marcher. Voilà, il pourrait marcher. Donc, faisons quelques efforts, essayons de modifier ce qui ne fonctionne pas bien dans ce truc qui, en quelque sorte, est très perfectible, mais pourrait fonctionner. C'est comme ça qu'on se positionne. Alors évidemment, quand on a envie enfin, moi je suis d'accord avec ce que tu dis à propos du capitalisme, mais si tu veux, je ne suis pas encore au stade de la perspective d'avenir d'après, quoi. C'est-à-dire que je positionne en 2022. Voilà. Donc actuellement, c'est malheureusement le capitalisme qui gouverne les choses, et donc j'essaye à mon petit niveau de trouver comme ça des. Alors c'est sûr que ça fait sparadrap sur jambe de bois, hein. Et donc, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que tu parles de ici et maintenant. Alors, je vais employer un mot, les communistes dans la salle vont tout de suite reconnaître. On va s'inspirer de ce qui est déjà là. Il y a déjà des formes de rémunération décorrélées du travail concret. Notamment, un truc qui s'appelle le régime de l'intermittence du spectacle, où un intermittent du spectacle va faire, alors il fait des cachets, c'est extrêmement compliqué, hein, c'est pas une panacée du tout l'intermittence du spectacle, s'il y a des intermittents dans la salle, ils pourront en témoigner, mais en fait c'est un régime de continuation du salaire, d'accord, de la rémunération, indifféremment de, voilà, si vous êtes 2 semaines où vous travaillez, votre salaire continue, et voilà, tant que vous alimentez la bête, on va dire, hein, en faisant vos, je sais plus à combien d'heures on en est rendu sur une année, mais on doit près de 600 maintenant, voilà, vous avez une rémunération constante, décorrélée de vos horaires de travail, vos trucs. Parce qu'il y a un vrai truc sur la question du travail en régime capitaliste, c'est que c'est quoi l'unité de base de la rémunération en régime capitaliste? Quelle est l'unité de base de votre salaire? Le temps. Comment est compté ce temps? En heures. Merci. Donc, pourquoi est-ce qu'on achoppe? Pourquoi est-ce qu'on achoppe là-dessus? C'est-à-dire que décompter, faire un régime horaire pour les artistes-auteurs, on peut essayer. Je pense que même si on l'indexe sur le SMIC, je pense qu'on va tout de suite arriver à des salaires. Voilà, je sais pas si vous avez déjà écrit un roman, ça prend un peu de temps, quoi. Puis si en plus on ferait un peu comme les artistes, voilà, on mettrait les répétitions en plus, donc l'équivalent ce serait, je sais pas, les recherches, tu vois, donc on met tout le temps de la préparation, etc. Bon bah pouf, tout, voilà, effectivement on va prendre du flouze, quoi. Donc pour sortir de ça, inspirons-nous des systèmes de rémunération qui existent déjà et qui se libèrent de cette unité de base qui est le quota horaire. Donc ça veut dire considérer que les auteurs-autrices sont salariés. Oui, mais dans un sens très particulier du salariat, qui n'est pas celui de l'emploi, et qui est celui du salaire à la qualification personnelle, tel que défini par Bernard Friot et défendu par le réseau salariat. C'est-à-dire qu'on aurait un salaire à qualification, mais alors, pour les artistes, auteurs, écrivains, comme pour tout le monde, et ça permettrait, à mon sens, de remettre à zéro tous ces problèmes de poids symbolique et de représentation qu'on a par rapport à c'est mieux d'écrire un roman que de nettoyer les chiottes ou etc. En fait, puisque de toute façon, voilà, on aurait une rémunération. Alors il y aurait des échelons par rapport à notre formation, j'en sais rien, etc. Tout reste à définir. Mais en fait, le truc qui tue les auteurs, soyons clairs, c'est pas les éditeurs. Les éditeurs, c'est des acteurs. D'accord? Ce serait peut-être un peu plus la diffusion, la surdiffusion, etc., la propriété intellectuelle, si on veut. Mais qu'est-ce qui tue les producteurs de littérature comme les producteurs de papier cul dans une usine? Ben, c'est l'aiguillon de la fin.
Enfin, c'est l'aiguillon de la fin. Je suis désolé, je reviens à Marx encore. Mais c'est qu'en fait, c'est marche ou crève. Et donc du coup, comme on a des outils qui existent déjà, qui s'appellent voilà la sécurité sociale, etc. Et dont une forme est par exemple l'intermittence du spectacle, étendons ça. C'est-à-dire que plutôt que chercher à faire dans les institutions du travail et de la production culturelle capitaliste une spécification et mieux s'insérer, quoi, entre guillemets, d'une manière où, effectivement, ou d'une manière un peu palliative, tu parlais de pansement sur une jambe de bois, mais plutôt, en fait, cherchons au contraire à universaliser le plus possible. C'est ça la vraie truc, par exemple, sur la sécurité sociale, c'est ça le vrai coup de force des communistes et de la CGT en 46, ou en 45, pardon, quand le régime de sécurité sociale est mis au point, c'est le régime universel de la sécurité sociale. C'est-à-dire que ça s'applique à tout le monde, indifféremment. Est-ce que dans ton schéma, tu penses la fin du capitalisme ou tu penses pendant le capitalisme? Et auquel cas, si c'est dans le capitalisme, les résultats des ventes, l'argent va à qui? En quelle proportion? Alors, ça me paraît pas, et c'est là où je trouve que ça ne me paraît pas incompatible avec l'existence d'une rémunération de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que pourquoi pas? Je veux dire, dans un système de salaire à la qualification universelle, on pourrait tout à fait avoir encore des rémunérations type droit d'auteur. Je suis pas sûr que ce serait forcément utile. Mais pourquoi pas? Enfin, moi, et après, effectivement, ça se répartit entre la chaîne du livre, les pourcentages, je les connais plus, s'il y a un libraire dans la salle. Voilà, je sais plus qui touche exactement quoi. Mais en fait, on peut, voilà. C'est pas incompatible avec toucher un chèque de droit d'auteur une fois par an. De toute façon, si on en a plus besoin pour bouffer. En tout cas, ce sont deux modes de voir ce sont deux modes de pensée qui sont pas, je dirais en l'état, parfaitement compatibles. Mais je pense qu'ils sont pas au même stade dans la temporalité, quoi. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire en sorte d'améliorer la situation sociale et économique des auteurs-autrices maintenant. On parvient quand même à avoir des résultats. C'est vrai que il y a des éléments importants. Je pense que faut peut-être rappeler que notre organisation professionnelle, avec d'autres, a obtenu l'accès pour les auteurs-autrices au moment, au tout début de la pandémie, l'accès au Fonds de solidarité nationale. Il faut savoir que dans les premiers temps, les auteurs-autrices n'étaient pas du tout visés par le dispositif. La majorité n'ont pas de numéro de SIRET. Ils ne pouvaient pas accéder à ce formulaire, là, précieux, qui pouvait nous permettre d'avoir une indemnité. Et c'est simplement en revendiquant justement la professionnalisation des uns et des autres qu'on a obtenu les droits qui étaient acquis par ailleurs par d'autres professionnels. Donc c'est peut-être pas le bon axe, c'est peut-être pas le bon prisme, et là-dessus je suis sensible à ton argumentation. Simplement, c'est celui qui nous paraît être le plus pertinent actuellement pour obtenir rapidement des éléments correcteurs, voilà, des correctifs. Je réponds juste... je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des productions, des conquêtes syndicales que vous avez qui sont importantes et intéressantes. Il n'y a pas de, c'est-à-dire que ce sont, ce que en marxiste on appellerait des luttes défensives et elles sont utiles. Par contre, moi, ce qui m'importe, ce serait de justement passer à l'offensive et donc du coup de proposer quelque chose, de faire exister quelque chose qui, alors déjà existe déjà, c'est de moins en moins parce que c'est attaqué férocement depuis 30 ans, quoi, et qui pourrait fonctionner. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas quand tu dis nous on parle on prend la situation maintenant, etc. Je pense que tu ne l'entends pas du tout comme ça, mais il y a un côté un peu oui, vous les rêveurs là-bas, etc. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait l'entendre comme ça de travers, et c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est regardons ce qu'on a déjà, ce qui a déjà été conquis et construisons, quoi. C'est-à-dire qu'on vient de se prendre des résultats d'élections présidentielles qui me font dire qu'on en a encore pour 5 ans comme ça, et que du coup je dis pas vous les rêveurs, je dis juste là en tout cas on a et 1 et 2 et 50 plus, quoi. Moi j'ai une question pour vous, parce qu'on vient d'entendre le modèle idéal de Camille dans le système actuel. Quel sera le modèle idéal pour vous? Alors, le modèle idéal pour moi, ce serait d'abord d'avoir... Alors, je suis, vous allez voir, dans ma proposition du modèle idéal, pas extraordinairement... je suis pas utopie, je m'inscris pas non plus dans... je suis pas... Comment dire? Je cherche le mot, je suis désolée. Je demande pas la lune, hein. Ce que je voudrais, idéalement, c'est qu'on reconnaisse que les avances ne sont pas des avances, mais des honoraires de création. C'est-à-dire que
l'économie de la commande, elle existe de fait. Que le syndicat national de l'édition accepte de considérer que l'économie de la commande, c'est une grosse partie de l'économie du livre. Point. Ça, ce serait déjà un premier point. À partir de là, je vous demande de réaliser une œuvre. Évidemment, il y a cette histoire de temps, tu as bien fait de le dire. On n'est pas tous en mesure de dire le temps qu'il nous faut pour faire telle œuvre, telle BD, etc., etc. Il y a quand même des dates de remise de manuscrits, c'est qu'on doit pouvoir à peu près estimer quelque chose. Donc quand on vous dit tu me remets ton manuscrit dans un an, c'est qu'a priori il y en a pour un an de boulot. Un an de boulot, ça représente quoi? Eh bien à ce moment-là, on fixe des honoraires de création qui sont en corrélation avec le temps. Façon de dire, mais en tout cas quelque chose qui permette à la personne qui crée de subvenir à ses besoins. Ensuite, il faudrait qu'on considère que cette personne, elle est professionnelle comme tous les autres acteurs de la chaîne du livre, et qu'à ce titre-là, elle puisse accéder aux élections professionnelles. Je veux dire, aujourd'hui, les auteurs et autrices ont perdu le droit d'élire leurs représentants au sein de l'organisme de gestion de sécurité sociale. Il y a une réforme en 2017 qui est intervenue. Dorénavant, ce sera le ministère de la Culture et le ministère des Affaires sociales qui nommera vos représentants. C'est quand même aberrant. Alors, on les prive des élections professionnelles, des droits les plus élémentaires en matière de représentation collective. C'est absolument insupportable, c'est intolérable. Donc, il faut refaire ce travail de représentation collective, de négociation collective. Et on est faiblard devant le SNE quand on négocie. Il y a le SNE d'un côté, et il y a des équipes de bénévoles auteurs, autrices de l'autre. Je veux dire, c'est absolument indécent. Les organisations professionnelles n'ont pas, je regarde mon trésorier, il sait de quoi je parle, n'ont pas de moyens pour subvenir clairement aux besoins de leurs membres. C'est-à-dire que, enfin, qui assigne son éditeur quand il y a un problème de contrat? Personne, parce que ça coûte trop cher d'aller devant un juge. Et c'est délirant. Non, mais c'est délirant. Ça coûte trop cher. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est simplement leur donner la possibilité de pouvoir revendiquer leurs droits. Et puis, enfin, c'est cette histoire de protection sociale qui devrait être efficace. Voilà, en gros, ce que je demande. Oui, c'est pas grand-chose, Quel intérêt le CNE aurait-il à accéder à ces revendications? Ah, mais le SNE est simplement là notre partenaire dans les relations individuelles. Il n'a rien à dire sur l'aspect relations collectives. Enfin, le droit aux élections, c'est pas au SNE de dire si oui ou non il accepte qu'on puisse être représenté par des gens qu'on a élus. Lui, il est juste là, notre partenaire conventionnel quand on négocie collectivement, par exemple, je sais pas, un droit applicable pour renforcer les relations contractuelles. Voilà, il intervient juste là. Le reste, c'est les auteurs et les institutions qui sont en place. Oui, alors moi je voulais. Un des trucs, c'est que là, pour la rémunération des auteurs par le droit d'auteur, moi j'assimile ça à une loterie. Oui. C'est-à-dire que la plupart des gens perdent, et il y en a quelques-uns par hasard, ils gagnent. Et comme tout système de loterie, eh ben c'est très difficile pour les gens qui gagnent de s'apercevoir qu'ils ont gagné par chance. Et qu'il ferait mieux de démanteler le système pour que tout le monde soit égaux. Donc il y a un truc là-dedans pour moi de compréhension collective en fait, de à quel point c'est fortuit la réussite économique pour moi en tant qu'autoriste. Et en attendant, pour décaler un tout petit peu le truc, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui bricolent ailleurs. Si on regarde la création de vidéos en ligne diffusées sur des plateformes comme YouTube par exemple, les gens ils sont dans des modèles où ils sont pas rémunérés à la vente la plupart du temps, ils fabriquent d'autres sources de revenus parce que c'est pareil, c'est une loterie si on veut être rémunéré correctement par la publicité sur YouTube par exemple. Donc il y a des dispositifs qui sont en train d'être mis en place. Maintenant, il faut se rendre compte de la quantité de valeur qui est captée par les entreprises comme Patreon. Donc qui permettent à des autoristes notamment, et donc c'est beaucoup utilisé par les gens qui font de la vidéo mais pas que, pour avoir des revenus réguliers de gens qui ont envie de soutenir leur travail et de façon en général inconditionnelle, c'est-à-dire que c'est assez rare que des gens se désabonnent du soutien d'une créatrice ou d'un créateur parce que la personne a dit ah non j'avais besoin de bosser 3 semaines de plus sur ma vidéo et je la sors le mois prochain. En général ça tient. Et là-dessus, mon expérience des ateliers de l'Antémonde, c'est qu'on a eu extraordinairement difficile. Donc, petit bouquin, on est 3 à écrire, on a mis 7 ans à écrire
sur un livre qui est vendu, bon, ça fait 2 euros par vente, donc divisé par 3, ça fait pas grand-chose. Donc on s'est dit, tiens, et si on mettait ça plutôt dans une association, de façon à financer d'autres trucs de création et en fait de fabriquer un pot commun. Mais je veux dire, même reverser les droits des financements de droits d'auteur à une asso ou à une coopérative, par exemple, c'est à l'heure actuelle extrêmement inhabituel, difficile, et il y aurait des vrais outils pour moi juridiques à aussi créer pour éviter que les entreprises capitalistes comme Patreon captent à un moment donné des formes qui pourraient être des coopératives et vachement moins capitalistes que ce qui existe actuellement. Voilà, merci, pardon. Quand tu dis que c'est de la loterie, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des déterminants sociaux qui jouent. Il faudrait faire la sociologie des 10 plus gros vendeurs, tu vois. Je pense qu'en livre, juste pour voir. Tu vois, je pense qu'il y aura un travail à faire là, et à mon avis, on aurait des surprises. Oui, voilà, tu vois, tu vois, genre il y a assez peu effectivement de femmes noires trans qui vendent 400 000 exemplaires, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a ça, il y a aussi des questions d'adéquation au marché en fait. Bon bah si les éditeurs dans la salle me diront que bah oui effectivement le marché, t'as l'impression que le marché du livre c'est une espèce d'instance un peu décisionnaire, chaque personne sait comment ça marche, on sait pas ce qui marche, on sait pas pourquoi ça marche, machin, etc. Ouais, comme YouTube. Et donc exactement comme l'algorithme de YouTube, donc il y a un côté boîte noire du marché de l'édition qui joue et qui est un peu problématique. Et sur la question des coopératives, alors je suis bien sûr entièrement d'accord avec toi sur la nécessité de travailler à la base et de proposer des alternatives et de construire des alternatives. Alors bon, tu vois, par exemple, je sais pas, avec les camarades d'Argile, là, bon bah on a bossé sur un contrat, il est pas parfait, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit bon bah c'est toujours la merde, mais c'est un peu moins la merde. C'est le moins la merde possible. Coucou Xavier. Parce que ils sont d'accord avec moi, il y a pas de problème là-dessus. Mais en tout cas, c'est un pas, quoi, tu vois, je veux dire. Par contre, je pense qu'il faut pas se faire l'impasse sur la réflexion macro. C'est-à-dire que c'est vachement bien, je caricature, c'est vachement bien les cabanes et tout, mais on a quand même besoin de vivre ensemble à grande échelle. Et le problème des rémunérations directes via Patreon, etc., en dehors du pourcentage pris par Patreon et Tipeee et compagnie, qui est intrinsèquement capitaliste comme fonctionnement, au-delà de ça, il y a le fait que c'est de la valeur qui n'est pas socialisée. Tu vois, si genre j'aime ton travail et je te donne 1 euro tous les mois, tu vois, en fait il y a pas de cotisation dessus, tu vois ce que je veux dire, c'est 1 euro qui va directement dans ta poche, c'est très bien, mais il y a pas de... Si ça finance une coopérative qui te salarie. Oui, si ça finance une coopérative, voilà, non mais c'est vraiment juste sur le côté plateforme de financement direct, etc. Voilà. Tu les déclares, mais enfin bon, c'est pas la même chose qu'une cotisation sociale tous les mois, etc. Moi, je voudrais juste ajouter effectivement cette question des inégalités. On le dit à la Ligue, il nous faudrait vraiment un observatoire des métiers justement pour pouvoir repérer toutes ces inégalités. Bon, elles sont assez visibles, c'est perceptible. Elles sont en train de grandir de plus en plus. Donc je tire sur le fil des inégalités pour dire voilà, peut-être c'est ça aussi ce qu'il faudrait faire dans l'urgence, c'est observer et puis ensuite une fois qu'on a détecté toutes ces inégalités, c'est de mettre en place des solutions pour neutraliser ces facteurs d'inégalité, parce que ça devient insupportable de voir que ce sont des métiers qui bientôt ne pourront être exercés que par des franges socio-professionnelles très favorisées. Et si on veut préserver ce qui est important, la diversité culturelle, on en parle beaucoup. C'est peut-être par le prisme du statut qu'on y arrivera. Et c'est juste, encore une fois, une proposition. Voilà. Juste, je pense que l'incompréhension, l'incompréhension qu'on a vient du fait je pense qu'on ne parle pas la même langue. C'est assez marrant. Tu vois, quand tu qualifies le SNE de partenaire, moi, je le qualifie très ouvertement d'adversaire, voire d'ennemi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas du tout dans une logique de partenariat social. Là, en tant que directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels. Oui, non, mais donc, si je dis quelque chose comme ça à la veille d'une concertation collective sur la rémunération, tu comprends que c'est très indélicat de ma part. Je comprends très bien. Non, mais je pense que on pourrait peut-être gagner collectivement en tant que de toutes les formes de syndicalisme des auteurs et toutes les formes de syndicalisme général,
à nommer un peu les choses concrètement. Je veux dire, non, le SNE n'est pas notre partenaire. Non, Roselyne Bachelot n'est pas notre ministère, d'accord, n'est pas notre ministre. C'est personne pour moi. C'est une dominante qui me domine de toute la force de sa prétention culturelle. Et à ce titre, j'ai juste une parenthèse sur le ministère. Enfin, le premier truc à faire, c'est de sortir les questions des droits des auteurs du ministère de la Culture. Moi, je veux que ce soit négocié au ministère des Travailleurs. On fait du travail, en fait. On fait pas de la culture comme ça, genre qu'on jette sur des enfants pour qu'ils grandissent comme ça, genre tenez, c'est bien, vas-y, lis. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre non, en fait. Ça fait partie de nos revendications également, oui, bien sûr. Après, sur le niveau de langage, oui, évidemment, il y a un langage institutionnel. Si on commence par dire au ministre qu'on rencontre, vous n'êtes rien pour moi. Mais vous allez quand même m'écouter, faire ce que je vous dis. Alors, on a essayé. Ça marche pas. Ça marche moins bien. Maintenant, je fais la pub pour les élections professionnelles, les élections du Conseil syndical de la Ligue qui seront prochainement réalisées. Donc, faut pas hésiter à donner plein de forces vives comme ça. On remarque quand même que le système globalement, alors là c'est plus en tant qu'universitaire spécialiste des relations collectives justement et directrice de l'Institut du Travail qui est pas très loin. J'ai pas trop d'orientation, je crois que c'est par là. Et donc nous on travaille avec toutes les organisations syndicales, plutôt salariées, donc CGT, CFDT, FO, Sud, enfin toutes les organisations syndicales. Et globalement, ce qu'on voit, si on fait un tout petit peu d'histoire du syndicalisme, c'est que pour péter les systèmes et les renverser, c'est dommage, mais souvent on se rend compte qu'il faut d'abord un peu rentrer dans ces systèmes et on les pète plus facilement de l'intérieur. Voilà, c'était ma stratégie. Ouais. Vous voyez, pour les 10 prochaines années, paf. Après, je la présente comme ça, vous voyez, en toute discrétion. On peut se demander, alors je vais faire de la paraphrase de je sais plus qui, je suis désolé, fin de week-end, mais on peut se demander si on vainc son ennemi en parlant sa langue, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où les limites de ma langue étant les limites de mon esprit, de ma pensée, pardon, en fait, si je me mets à penser à mon patron comme mon ami, oui. Voilà, tout de suite, hop, j'efface la relation de subordination et du coup, on devient comment, c'est quoi le terme Dialogue social. Dialogue social, voilà. Non mais le mot pour dire employé, c'est employé, c'est collaborateur. Oui, voilà, merci. Bien, très beau mot, tradition française, la collaboration. C'est une réflexion hyper pertinente. Non, mais c'est une réflexion très pertinente et on sait parfaitement dans quel piège il faut éviter évidemment de tomber. Après, vraiment, c'est aussi un point d'alerte très fort, c'est que celles et ceux qui s'engagent pour défendre les droits des auteurs sont des bénévoles, sont épuisés, sont cramés, sont dégoûtés, parfois ravis aussi des avancées qu'on a. Nous, on a assigné le ministère de la Culture plein de fois à propos de recours pour excès de pouvoir. On attend des solutions, des réponses du Conseil d'État, ici et là. On gagne. Donc ça veut dire que c'est aussi par le droit qu'on va parvenir à obtenir des avancées, des grandes avancées. Voilà. Et donc ça repose sur très peu de personnes. Donc peut-être ce qu'il faut commencer par faire, c'est inviter. Alors c'est hyper beau ce que je vais dire. Là, ça va être la minute solennelle, un peu émotion, séquence émotion. Non, mais c'est vraiment par la réunion et le rassemblement de ces forces vives qu'on va parvenir à un changement. Alors que ce soit un changement radical ou un changement à petits pas. Moi, je suis très impressionniste. C'est par touches successives. Vous avez vu, comme un peintre. Mais c'est deux façons de faire. Et à la fois, c'est uniquement par le dialogue. Alors attention, entre les auteurs, pas le dialogue social. Moi non plus, j'aime pas trop cette notion-là. Mais c'est uniquement par la réflexion collective et l'action collective qu'on parviendra à faire bouger les lignes. Donc moi, j'invite celles et ceux qui ne sont pas encore syndiqués à le faire. Voilà. Tu veux dire qu'il nous faut un parti ? Non, juste pour finir sur la question du... je blague. Non, je blague pas, mais la question du langage est hyper sensible. C'est là où je pense que il est de notre responsabilité en tant qu'auteur et autrice de nous en emparer. C'est pas pour rien que je suis tatillon sur les questions de langage. C'est parce que en fait, ça construit nos lecteurs et ça nous construit intellectuellement et c'est comme ça qu'on définit nos luttes. Et donc du coup, il faut qu'on fasse très attention, je pense, à ce qu'on transmet, à ce qu'on met en œuvre, à ce qu'on met en scène, etc. dans nos œuvres et dans nos réflexions, parce que en fait, on a une influence, alors certes faible parfois, mais voilà. Parfois très importante. Parfois très importante. Alors, il faut qu'on s'arrête, mais alors juste pour finir, moi je veux bien rester encore une heure. Mais par contre, du coup, pour cette question du vocabulaire, pourquoi bénévole et pas militant, du coup ?
C'est vrai que j'aurais peut-être dû dire ça, mais parce que peut-être, enfin moi comme je suis juriste, quand on vient me voir, c'est juste pour des problèmes. Donc vous voyez, c'est la déformation professionnelle, quoi. C'est-à-dire que les gens quand ils m'appellent, c'est que ça ne va pas bien. Et donc du coup, je vois beaucoup de militants autour de moi, et ils voudraient rester militants longtemps, d'accord ? Mais il y a tellement de taf que le fait d'être justement absolument jamais indemnisé pour les pertes de gains que ça génère de passer 3 heures dans une commission de concertation, eh ben j'ai de moins en moins de bénévoles. Vous voyez, je les vois tous disparaître. Donc il y a beaucoup de militants, mais sauf que pour faire porter la voix, il faut des bénévoles en plus, et ceux-là, ils sont rares, beaucoup trop rares. Donc voilà, et puis parfois, voilà, heureusement, il y a des militants. Pour résoudre ton problème linguistique, Zelda, je pense que je propose le mot camarade. Ouais. Merci. Mais du coup, on va s'arrêter. Je vous remercie vraiment tous les deux, c'était vraiment passionnant. Et merci au public qui a été extraordinaire aussi. C'était vraiment meilleure table ronde ever de tout le festival. Voilà.